J'ai pas décroché, c'est bon, de toute façon. J'étais pas prêt. Faut que j'arrête à. Putain, j'ai oublié mes. Oh, faut que je retourne à la bagnole. Elle est pas loin, heureusement. Ah, Les Libre Santé avec le docteur Jacques Lacroix et Lionel Chalex. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir au docteur Jacques-Michel Lacroix. Bonsoir Lionel et bonsoir tout le monde. Et nouvelle émission de Libre Santé en direct depuis nos studios, en compagnie de Gérard, bien évidemment le fidèle de la vidéo, qui est en train de nous préparer non pas un mauvais coup mais un super coup, puisque nous allons nous améliorer côté vidéo dans les jours prochains. Il va y avoir des surprises. Enfin bon, les meilleurs studios de télévision française vont nous demander comment on fait, mais bon. Et puis à la technique, bien évidemment, comme à chaque fois ou presque, Jean-Yves qui est là et qui va assurer la réalisation technique de cette émission des 2 heures, puisque tout à l'heure j'aurai 2 artistes que je vais recevoir dans 58 minutes. Ça surprend, hein, Jean-Yves? Oui, ben oui, c'est comme ça. Bon, alors nous allons parler bien sûr du même sujet encore pour démarrer cette émission. Nous allons parler de l'étude Discovery qui a été réalisée pour l'Europe, mais le docteur Jacques-Michel Lacroix va en parler beaucoup mieux que moi. Puis après, on va parler aussi du Covid-19 qui fait baisser la vaccination des nourrissons, le pourquoi du comment, et puis nous aurons aussi quelques brèves. Donc restez bien à l'écoute. Je vais mettre mon téléphone portable en route pour voir éventuellement vos commentaires sur la page Facebook de CLC Média. Ne vous inquiétez pas, le temps de la musique, la dernière fois, samedi dernier, ça y est, il n'y a plus de son. Oui, on a un petit peu progressé, maintenant on conserve l'image, mais nous sommes obligés de couper le son, puisque sur Facebook, nous n'avons pas le droit, c'est comme ça, de diffuser de la musique. Donc ne soyez pas surpris, vous restez avec nous juste le temps de la musique et après le son revient. Voilà, donc je prends la page CLC et hop, nous allons nous voir normalement en direct. Non, ça c'était samedi. Et je pense que c'est pas encore là, mais ça va pas tarder. Je vais sûrement la trouver. Là voilà. Alors, ce serait bien, c'est de baisser le son, surtout avec le décalage que nous avons. Voilà, nous allons saluer Olivier qui est avec nous, qui déjà est là à l'écoute, un viticulteur de très grande qualité lui-même et son vin. Il est à Fronsac, c'est le château Magondo. Voilà, cher Olivier, de la pub gratos. Bien, docteur Jacques-Michel Lacroix, premier sujet. Oui, Cette étude Discovery, c'est marrant, ça fait un peu NASA le titre. ça fait assez NASA. Oui. On nous en a rabattu les oreilles là, il y a un mois, il y a 2 mois, en disant on va faire une vaste étude et on va tester les médicaments susceptibles de traiter les pathologies de Covid. Et puis il en sortira donc une vérité dont on ne pourra pas douter. Alors pour ça, et c'était surtout, je pense, pour essayer de voir si les remèdes proposés par les gros laboratoires, qui sont des remèdes excessivement chers, étaient plus efficaces que l'hydroxychloroquine qui vaut 3 francs 6 sous. Voilà. Donc, l'INSERM, c'est l'Institut national de recherche médicale en France, a lancé le 22 mars cette étude qui s'appelle donc Discovery pour tenter, alors, sur les malades hospitalisés, sur des malades en état grave. Donc déjà, ça n'est pas pour tenter de trouver un traitement que le médecin généraliste pourrait donner. C'est uniquement pour les malades en état grave. Donc ils ont voulu faire cette étude avec... Ils ont testé un antiviral qui avait été essayé dans l'épidémie d'Ebola
et qui n'avait pas donné un grand succès, c'est le remdesivir. 2 antiviraux qui sont habituellement utilisés pour lutter contre le sida, le lopinavir associé au ritonavir, et pas le petit navire. Et puis une troisième possibilité thérapeutique qui était l'association de ces 2 médicaments avec en plus l'interféron bêta. Bon, tout ça c'est un peu technique, mais disons que ce sont des médicaments de haut vol, ceux-là, qui valent très cher, mais qui ont une utilité entre autres contre le sida. Et en 4e traitement à tester, c'était l'hydroxychloroquine. Alors, il s'agit d'un essai qui est ouvert, contrairement à ce qu'on entend quelquefois quand vous entendez dire effet en double aveugle. Bon. Dans les essais médicamenteux, enfin les essais médicaux, ils sont randomisés en général. Quand on dit randomisé, c'est-à-dire qu'on tire au sort le traitement ou les patients, et ils sont soit ouverts comme celui-là, soit en aveugle ou en double aveugle. Alors ça veut dire quoi? Ouvert, ça veut dire que les malades savent ce qu'on leur donne, et le médecin sait ce qu'il donne. Dans les essais en aveugle, le malade ne sait pas s'il prend un placebo ou s'il prend le vrai médicament, et dans les essais en double aveugle, le malade ne le sait pas et le médecin non plus. Donc, ce qui permet quand même, quand il ne s'agit pas de pathologies trop graves, parce qu'on ne peut pas se permettre, dans des pathologies graves, de donner un placebo, parce qu'il y a quand même moins de chances pour que le placebo marche. Quoique ça marche quand même, hein, les placebos, mais ça ne marche pas autant en général que... Même dans des cas comme ça? Oui, on ne peut pas nier, il y a toujours un effet placebo. Toujours. Qui n'est pas aussi important, évidemment, que... Et justement, c'est ce qui permet de faire la différence entre un placebo. Et là, dans cette étude, il n'y avait pas de placebo. C'était 4 médicaments à tester. Et alors, l'objectif, c'était de recruter 3200 cas au niveau européen, dont à peu près 800 en France, de les répartir en 5 branches, une branche témoin, une branche avec chacun des médicaments qu'on a cités. Alors la France a recruté à peu près 700 patients, donc elle a fait son quota, grosso modo. Avec le Luxembourg, on a envoyé 1 ou 2, et tous les autres pays, 0. Donc... Bravo l'Europe. Voilà. Alors, les autres, ça doit être le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique. Ils n'ont envoyé aucun patient pour rentrer dans cette étude. Enfin, envoyer, ils n'avaient pas à les envoyer, ils avaient juste à prendre le protocole et à l'appliquer. Alors, on peut se demander pourquoi. Il y a deux possibilités. Soit il a jugé inintéressante, ce qui est, je pense, la raison principale. Et en plus, elle était quand même assez chère, puisqu'il demandait à peu près entre 4 et 5 000 euros par malade inclus. Ce qui fait des sommes assez considérables. Alors que l'OMS propose en même temps une étude, dont je suis en train de chercher le nom, qui s'appelle Solidarity, voilà, et qui était bien moins cher, le coût était beaucoup plus abordable. Donc je pense que nos voisins ont préféré faire l'étude de l'OMS plutôt que l'étude proposée par nos chercheurs. On devait avoir les résultats relativement rapidement. D'après toutes les têtes savantes qu'on voyait à la télévision, ça allait nous donner enfin le résultat et enfin on allait sortir le médicament miracle. Manque de bol, mais pour l'instant on n'a pas de résultat. Oui, pardon. Non, j'allais en venir à ça. Pourtant, le président Macron avait dit le 4 mai que les résultats allaient sortir dans la semaine. On n'a rien vu venir. Et pour l'instant, rien n'est sorti. Et quand ça sortira, de toute façon... Trop tard, hein. Alors, d'une part, je pense que ça sera un peu tard, vu que l'épidémie, je l'espère, sera terminée. Bon, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a peut-être pas pu mettre davantage de malades. Mais enfin, l'étude avait commencé au mois de mars. Donc, s'ils avaient voulu en rentrer, ils auraient pu en rentrer. Donc, les résultats vont être connus
lorsque l'épidémie sera quasiment finie, et d'autre part, elle va être très incomplète, cette étude, puisqu'elle devait porter sur 3200 patients, et elle ne va porter que sur... En Europe, hein. En Europe. Oui. Et elle ne va porter que sur 700. Donc c'est pas négligeable, 700 patients, on aura quand même des résultats, mais enfin, ça n'est pas la grande truc annoncé à grand coup de fanfare. Alors, on peut se demander l'intérêt de ces études. Parce que, en milieu hospitalier, de toute façon, les réanimateurs ou les médecins hospitaliers, s'il y a une étude qui peut les aider, les conseiller, c'est bien, mais s'il n'y en a pas, ils se débrouillent quand même. Et puis, ils ont le téléphone marche, hein. Celui de Lille peut téléphoner à celui de Lyon ou de Bordeaux, lui dire, moi j'ai un problème dans tel cas, qu'est-ce que toi tu utilises? Et l'autre lui dire, moi j'ai fait ça, ça a l'air de marcher. Bon. Et de toute façon, même sans études centralisées, les médecins hospitaliers arrivent à se débrouiller. La preuve, on a quand même très peu de morts, heureusement, il y en a moins de 2%. Et puis, heureusement, les médecins généralistes, eux, n'ont pas attendu qu'on vienne leur dire ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, on ne leur a pas dit ce qu'il fallait faire, on leur a surtout dit ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et en fait, ils n'ont pas attendu. Donc, ils ont commencé à traiter leurs malades. Ils les ont traités, pour la plupart, avec un antibiotique de la classe des macrolides qui s'appelle l'azithromycine. Et ils ont très souvent, même peut-être tous, associé de l'hydroxychloroquine. Comme Un médecin avait le droit de l'utiliser. Oui. Alors, le droit, contrairement à ce qui a été dit, les médecins ont le droit. Ils ont, je peux dire, tous les droits. Mais, heureusement. Oui, heureusement. Mais dans le cadre de l'hydroxychloroquine, par exemple, cette molécule a été mise sur le marché en fonction d'une autorisation qui correspond à des pathologies. Et ces pathologies, c'est le paludisme, certaines maladies auto-immunes rhumatismales et la lucite estivale. La lucite estivale, c'est une maladie cutanée qui se produit, c'est une hypersensibilité au soleil. En dehors de ces trois cas-là, les médecins, théoriquement, ne doivent pas prescrire cette molécule. Mais ils peuvent le faire. Et dans ce cas, il faut marquer qu'ils marquent sur l'ordonnance hors AMM, c'est-à-dire en dehors des autorisations habituelles. Dans ce cas, le produit n'est pas remboursé par la Sécu, ce qui est logique, si on veut. Et le médecin, s'il a un pépin, il en prendra plein les bottes, puisqu'il agit hors cadre réglementaire. Mais enfin, il peut. Le problème, c'est que même en le prescrivant dans le cadre réglementaire, parce que je pense que tous les médecins qui ont prescrit de l'hydroxychloroquine chez les malades suspectés de Covid pouvaient s'abriter derrière le fait que ils avaient peut-être une lucite estivale en plus, etc. Seulement, le problème, c'est que les pharmaciens ne le délivraient pas, ils n'en avaient pas. Donc... alors ça s'évolue. Ça a peut-être évolué depuis... Non, ça s'est évolué. Ah oui, oui. Que les pharmaciens n'en possèdent pas. Je pense. C'est incroyable. Parce qu'il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie. C'est un produit que ça fait 50 ans qu'on l'utilise. Il y en a partout. C'était en vente libre jusqu'au mois de janvier. Bon. Qui peut interdire la vente de ce produit, de ce médicament? À personne. C'est pas interdit. On n'en trouve pas. C'est en rupture de stock. Ouais, mais il y a bien un responsable derrière ça. Ou un organisme, ou quelqu'un. Il y a sûrement des responsables, oui. Et vous, dans le milieu médical, vous n'avez pas une petite idée? Une idée précise, non. Non, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ça peut aller des grossistes qui ne veulent pas, jusqu'au labo qui fabrique, c'est pas le pharmacien. Oui, ça je me doute. Voilà. Donc, heureusement que les généralistes ont fait quand même des traitements sans attendre le résultat de cette analyse, parce que leur traitement, bien souvent, et dans la plupart des cas, si on en croit ceux qui ont publié un peu dans les journaux médicaux leur expérience, ils n'ont pas eu de malades qu'ils ont obligés d'être hospitalisés. Donc si on prend la maladie tôt, et si elle est bien traitée par le médecin de ville,
en général, il n'y a pas besoin d'hospitaliser. Seulement, évidemment, au début d'épidémie, on a fait l'inverse. On a dit aux gens, prenez du Doliprane, et si ça va pas mieux, allez à l'hôpital. Donc, on a court-circuité les médecins de ville, et ça a été sûrement une erreur importante. Donc, cette étude, voilà, on va attendre, elle va donner, au lieu de faire un grand éclat, un truc, elle va faire un pchit. Ça ne sera pas inutile, ces résultats, évidemment, enfin, ça ne sera pas non plus ce qu'on attendait. Bien, nous allons faire notre première pause musicale et nous allons nous retrouver pour un autre sujet, docteur Jacques-Michel Lacroix. Oui, on va parler du confinement et des conséquences un peu du confinement et ensuite du déconfinement. D'accord. Il y a des spots qui ont mangé du top 7. Bon, alors, nous reprenons cette émission avec la présence du docteur Jacques-Michel Lacroix, comme tous les mardis, de 17 à 18, Libre Santé. Je voudrais en même temps saluer plein de gens qui nous regardent, dont Liliane Lilou qui est à Bordeaux, je la salue. Je salue aussi Coraline qui est à Lyon. Vous voyez, on nous écoute de loin. Il y a aussi Daniel qui est en Tunisie, qui nous regarde, qui a sûrement pas le même soleil que nous, et le ciel bleu, bien évidemment, nous sommes très chauvins ici, et bisque rage, ici c'est beaucoup plus bleu qu'en Tunisie. Nous allons saluer aussi Marie Coudert, qui est pas loin, Saint-Médard-de-Lisières, qui nous écoute sur notre page Facebook. Je vous rappelle que là, en direct, vous avez l'émission sur Facebook et dans quelques jours vous l'aurez sur YouTube avec un autre angle, hein. Pensez à faire CLC Web Radio et allez sur YouTube, vous avez une qualité exceptionnelle, vous pouvez vous abonner, je le dis à chaque fois, comme ça vous recevez un avis lorsque Jean-Yves met la vidéo en place sur YouTube. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Nous reprenons notre émission et donc vous allez nous dire que le Covid-19 fait baisser la vaccination des nourrissons? Oui, c'est un effet direct parce que... Geoffrey nous regarde aussi, c'est un grand bébé, il a été vacciné il y a longtemps, pardon. En cette période d'épidémie et de confinement, enfin, tant que les gens étaient confinés, ils avaient peur surtout, peur d'attraper le Covid, peur de se déplacer, peur de contaminer leur bébé s'ils le sortaient pour aller dans une salle d'attente, surtout une salle d'attente médicale, où ils pouvaient se dire qu'il y avait des gens malades. Bon. Et effectivement, les médecins, maintenant ça s'améliore depuis 15 jours, mais pendant ces 2 mois, ont vu les médecins généralistes une chute de leur consultation d'environ 50 à 60%. Et encore plus chez les spécialistes. C'est important quand même. Ah oui, c'est très important. Oui. Alors il y a certains spécialistes qui en ont profité pour prendre des vacances, pourquoi pas. Mais ça ne fait que repousser après les dates de rendez-vous. Ça va être un joyeux bazar quand même. La reprise. La reprise, oui. C'est en train de reprendre. Et alors pour ce qui est des vaccinations, les pédiatres ont tiré la sonnette d'alarme en disant on ne vaccine plus, les enfants vont mourir. Bon, quand même pas. Justement, le but de cette intervention, c'est de remettre un peu les choses en place. Alors, on a un calendrier vaccinal pour les nourrissons qui est très, très chargé. Avant, jusqu'à il y a à peu près 2 ou 3 ans, il y avait 3 vaccinations obligatoires, tétanos, diphtérie, polio, et il y en avait 4 ou 5 autres qui étaient conseillées et qu'on faisait régulièrement. Et puis, nos administratifs ont jugé que ça n'était pas suffisant. Ils ont rendu obligatoire 11 vaccinations dans la première année. Alors, c'est un peu stupide, parce qu'il y a des vaccinations dans la première année, comme l'hépatite B, par exemple. Si le bébé n'est pas avec des parents qui ont une hépatite, ça risque pas grand-chose. On veut aussi les vacciner contre le papillomavirus, c'est complètement ridicule, étant donné que tant qu'ils ne sont pas pubères, tant qu'ils n'ont pas d'activité sexuelle, de toute façon, il n'y a aucun risque. Donc,
le risque le plus important pour les nourrissons, c'est la coqueluche, la rougeole, essentiellement coqueluche et rougeole. Les autres vaccinations, à la limite, peuvent attendre le tétanos. Bien sûr que c'est important, mais je veux dire, si on ne le fait pas le premier mois, ça n'est pas grave. La variole non plus, il n'y a pas de cas de variole, je dis variole, polio, je veux dire. Il n'y a pas de cas de polio actuellement. La diphtérie non plus. Alors, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas la peine de les faire, il faut les faire, parce que si ces maladies ont disparu, c'est bien grâce à la vaccination. Mais il n'y a aucune urgence chez un gamin, que si on lui fait à 6 mois ou à 8 mois, c'est pas du tout gênant. La rougeole et la coqueluche, il faut mieux le faire pas trop tard, parce que ça peut être quand même très grave chez un nourrisson. Donc, voilà, ce confinement a fait baisser le taux de vaccination, et déjà qu'il n'était pas très élevé en France parce que... Oui, un peu réticent. Voilà, réticents du fait de la présence d'aluminium dans tous ces vaccins et du fait qu'on ne sait pas exactement quels peuvent être les effets secondaires de l'aluminium à long terme. Donc certains sont assez réticents. Mais là, pour ce retard vaccinal, ça n'est qu'un retard. Je pense qu'il n'y aura pas de problème particulier. Et là encore, ça dépend des vaccins, parce que, comme je disais, le papillomavirus, ça peut attendre 10 ou 12 ans pour le faire. L'hépatite B, on peut attendre... Et est-ce que les médecins font bien passer le message, comme vous êtes en train de l'expliquer ? Ceux que je connais, oui. Maintenant, il y en a d'autres qui appliquent strictement le tableau qu'on leur donne, et puis voilà, quoi. Donc, enfin, bon. Ça, après, c'est à chacun de voir avec son médecin. Moi, je pense que l'un des principaux problèmes là, de ce retard dans les vaccinations, ça n'est pas tellement un problème de santé publique. Les gamins, ils vont être vaccinés, et puis ils ne seront pas plus malades pour autant. Mais il y a eu un gros manque à gagner pour l'industrie pharmaceutique, qui régulièrement... les vaccins pour l'industrie pharmaceutique, c'est un jackpot. Tous les ans, la grippe, ça leur rapporte tant. En fonction des naissances, ils savent que ça va leur rapporter tant. Enfin, bon. Et là, on ne s'imagine pas tout ça. Eh bien oui. Mais... On découvre avec ce grave problème. Et là, pendant 2 mois, ils n'ont pas eu de rentrée de ce côté-là. Je salue Laetitia aussi, qui nous écoute, côté de Cabara. Alors, on va dire que je suis mauvais, que je vais chercher la petite bête où elle n'est pas. Oui et non. Des fois. Oui, quelquefois peut-être. Mais enfin là, moi, ce qui m'avait donné l'idée de faire cet article, c'est que j'avais vu dans un journal médical, pour ne pas le citer, il s'appelle Le Quotidien du médecin. C'est un des plus lus parmi les médecins et même par les journalistes en général, parce qu'il résume en général tous les articles et les nouvelles qu'il peut y avoir dans le milieu médical. Il faut savoir qu'il est distribué gratuitement aux médecins et qu'il est subventionné, totalement subventionné par les laboratoires pharmaceutiques. Bon, mais ça, après tout, pourquoi pas ? Mais ce qui m'avait un peu alerté, c'est que j'avais vu un article qui s'intitulait... Pardon, oui. Jacques, je crois bien que nous avons un problème, mais pourtant, moi, je reçois sur Facebook. Il n'y a pas... Oui. C'est à l'antenne. Et à l'antenne, nous aurions un problème. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire une pause musicale, peut-être, à nouveau ? Et on contrôle, et puis on revient. Est-ce que c'est pas le mieux ? Non. Il faut qu'on contrôle. Allez, une pause musicale et on revient. Pardon d'avoir d'abord coupé le docteur Jacques. Juste une maison
Voilà, nous nous retrouvons donc en direct à nouveau. Pardon pour ce problème technique, nous avions perdu notre direct, c'est-à-dire, alors c'est très technique, mais le flux, bon oui, mais pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être pas très évident, le flux passé, c'est-à-dire ce qu'on passe lorsqu'on n'est pas ici dans le studio, et on décroche pour faire du direct. Bon, ce direct ne passait plus à l'antenne, notre ami Jean-Yves a retrouvé tout ça, il va contrôler, mais je pense qu'on peut reprendre le cours normal de notre émission avec le docteur Jacques-Michel Lacroix et donc l'émission Libre Santé. Et nous en étions on va finir avec le sujet donc de la baisse de la vaccination des nourrissons pendant le confinement. Ce qui m'a alerté, et j'en étais à dire des méchancetés sur l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire que c'était peut-être... Ça les gênait sûrement beaucoup du fait de ne pas avoir eu à vendre leur taux de vaccin pendant 2 mois, le taux habituel. Alors, ce qui m'avait alerté là-dessus, c'est que dans un journal qui s'appelle Le Quotidien des médecins, qui est un grand journal qui fait autorité un peu chez les médecins, chez les journalistes. Journal professionnel, on peut dire. Oui, journal professionnel. Il y avait un article dont j'avais vu le titre, qui s'appelait « Maintenir la vaccination des nourrissons, une priorité, même en période de confinement ». Bon, et j'ai commencé à lire l'article parce que je pensais qu'il s'agissait d'un article scientifique où ils allaient nous démontrer que, patati, que, avec des... Alors, ils ne nous démontraient pas grand-chose, même rien. Et puis, en tout petit, sous l'article, on voyait qu'il y avait marqué « Publi rédactionnel Sanofi Pasteur ». Bon, alors là, tout de suite, on peut se poser des questions sur l'objectivité de l'article et sur pourquoi faire un si grand article alors que c'était la pub déguisée. Donc, c'est que les labos s'étaient inquiétés de la diminution du taux de vaccination parce que ça leur faisait un manque à gagner. Bon, voilà. Voilà. Ça paraît incroyable. Enfin, en tout cas, ce grave problème qu'est le Covid-19 révèle pas mal de choses. On découvre, pour les gens qui sont néophytes, bon, pour les gens dans le métier de la médecine, c'est différent, mais pour le commun des mortels, on pouvait se douter de certaines choses, mais là, c'est quand même assez flagrant. Ça a été le révélateur de beaucoup de choses, entre autres de la faiblesse de notre tissu hospitalier et public. Mais ça, il fallait s'en douter. Enfin, tous les professionnels le savaient. Mais et le personnel hospitalier repart en grève, là, dans certains secteurs, d'après ce que j'ai compris. J'espère bien même qu'il va descendre dans la rue, mais au lieu de les applaudir, là, ils vont leur envoyer les CRS. Alors j'espère que les gens qui les applaudissaient descendront dans la rue aussi avec. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut quand même. Je ne sais pas si vous savez, mais une infirmière en Espagne est payée quand même 1,3 fois plus cher que l'infirmière en France. Alors peut-être qu'elle fait 40 heures et non pas 35 heures, possible, mais enfin les infirmières dans les hôpitaux... À 35 heures, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Non, voilà, elles sont soumises aux 35 heures, mais ne les font pas parce qu'on manque de... Donc elles ont ce qu'on appelle elles prennent des RTT qu'elles ne peuvent pas prendre et qu'on leur paiera un jour. Bon, enfin, on ne va pas revenir sur le sujet, il y a trop à dire. Vous voulez qu'on parle du déconfinement maintenant ou un petit peu plus tard ? Un petit peu après, je veux juste préciser que certains chiffres qu'on nous donnait comme ça tous les soirs, vous savez, celui avec la tête de croque-mort qui venait nous annoncer qu'il y avait tant de décès aujourd'hui, qu'il y en avait tant de plus qu'hier, etc. etc. Ce qui était vrai, bien sûr, les chiffres étaient vrais, mais... on aurait pu aussi citer dans ce cas-là, il y avait tant de morts et davantage par accident vasculaire cérébral ou par maladie cardiaque ou par cancer. Enfin, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres et on sème la panique comme on veut avec ce qu'on a. Mais dans les chiffres, il y avait en avril... On n'avait pas compté encore les décès en établissement pour les gens âgés. On les a comptés par la suite, ce qui a fait un peu monter le chiffre, évidemment. Et puis, je voulais dire à propos de ces chiffres aussi qu'il y a 2 choses dont il faut se souvenir. C'est que les hommes sont plus touchés que les femmes, de manière très nette. C'est 60-40% à peu près.
Alors ça jette une pierre quand même dans ceux qui veulent nous dire que homme ou femme, il n'y a pas de différence, c'est uniquement un problème social. Bah oui, mais il y a un problème génétique aussi, je suis désolé. Et puis, on a parlé actuellement d'un maladie de Kawasaki là, Oui. qui prend Toucher les certains, enfants. voilà, chez certains enfants. Mhm. Et là encore, il y a un facteur génétique qui semble jouer. Alors peut-être que le Covid a accéléré les choses, mais il y a un facteur génétique parce que la moitié des enfants touchés par la maladie de Kawasaki sont des enfants noirs. Malheureusement, ben, ils n'ont pas de chance. C'est un facteur Ah bon, génétique sûrement qui les prédispose à ça. d'accord. Voilà, donc il faut toujours se méfier quand on parle de chiffres, il faut savoir Mhm. d'où ils viennent, comment, etc., etc. Bon, enfin, en tout cas, j'espère que ça ira en diminuant Ah, tout ce problème. Hein. Je parle d'une manière générale, parce que c'est vrai aussi, on le fait nous, bon, on vous envahit pas à longueur de journée avec ce problème-là non plus. Mais c'est vrai que dès qu'on écoute les infos à la télé en particulier, il y en a que pour ça, que pour ça, que pour ça. bah Et oui, bon, franchement, à force, ça devient un petit peu pénible. lassant. Oui. Oui, moi je dis pénible, Et même carrément. ça devient de la désinformation parce Oui, oui, que les gens n'ont plus de critères objectifs pour ouais, pouvoir peu de juger. fois. Enfin, on voit il y a celui qui va vouloir passer sur la télé. Bon, ils envahissent pas les plateaux de télé maintenant, mais enfin, bon, ça revient au même. On voit leur binette là, à la télé. Enfin, c'est agaçant. Bon, on parle du déconfinement un petit peu ou pas? Non, encore autre chose Ça, c'est à propos du déconfinement. Ah Oui. bon, ben alors allons-y. Bon, et puis Eh après, ben. comme ça, on aura fini. Hein. Ah mais on a le temps, On a c'est le pas, temps. on peut décaler un tout petit peu s'il fallait. 58 minutes, hein, c'est pas un Bon. problème. Non, parce qu'après, j'aurais plus rien à dire. Enfin, si, je peux en sortir d'autres, hein, mais ce sont des sujets plus On importants. chantera. On chantera. Oui, alors à propos du déconfinement, ben, on peut aller se promener, et donc aller se promener dans les bois. Voir si le loup n'y est pas. Et, Commence à se trouver des cèpes. Ah. Ah. Ah bon, c'est Et des intéressant. girolles. Ah. Et moi, je pense qu'en fin de semaine, avec la chaleur là que nous avons, C'est tout dans la saison. ah oui, ça. mais j'ai entendu parler là, ça fait depuis ce week-end. Bon. Véridique, hein, véridique. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Ben oui. Donc, il faudra en amener la prochaine fois. alors. Peut-être en manger demain soir. Alors, on peut trouver des cèpes, peut-être, mais on peut aussi trouver Plus grave, oui. une bactérie qui est une Borrelia burgdorferi. Bon, c'est un nom bizarre. C'est une bactérie qui est véhiculée par les tiques. Alors, la tique, et non pas le tic, la tique, c'est une espèce de petite bestiole avec 6 pattes, je crois, qui se fixe sur les animaux, sur les hommes, qui se met à pomper un peu de sang et qui grossit au fur et à mesure qu'elle pompe du sang. C'est le principe de l'attique. Oui, c'est ça, oui. Et donc, au départ, c'est gros comme ça fait 2 mm, même pas. Et une fois qu'elles se sont bien gorgées de sang, ça fait au moins 1 centimètre, une tique. Hein. Oui. Donc, ça... Alors, chez les animaux domestiques, on les trouve assez facilement. En les caressant, on sent quelque chose, on regarde. Chez le chien, ça peut transmettre une maladie très grave, dont le nom est en train de m'échapper. Oui, les chiens peuvent en mourir. Oui, les chiens peuvent en mourir. On Oui, peut oui. les vacciner. Je ne sais pas s'il y a un vaccin Ah bon contre les tiques. Je ne sais pas. Si, moi, il me semble. Enfin, il y a bon. des colliers contre les tiques quand même. Ou des piqûres même. Des Peut-être. cachets. Des cachets, oui, oui. Et ça peut leur donner, bon, le nom ne me revient pas. Et chez l'homme, ça peut lui donner la maladie de Lyme ou de Lyme, ça dépend comment on prononce, Lyme, qui est une maladie qui, si elle n'est pas reconnue assez rapidement après la piqûre, peut entraîner des effets secondaires assez désagréables à distance. Certains ont même dit que ça pouvait favoriser de l'autisme. Enfin là, il ne faut peut-être pas tomber là-dedans, mais ça peut... Alors, comment savoir si la piqûre de la tique est... si la tique, plutôt, qui vous a piqué, est porteuse d'une Borrelia? D'abord, il faut sortir la tique. Pour la sortir, il y a des pinces à tique qu'on peut acheter en pharmacie. C'est une espèce de petit crochet, on lui fait passer, on tourne un peu, on tire. Si on n'en a pas, on tire avec une pince à épiler, et puis voilà. Ensuite, il faut bien désinfecter l'endroit à l'alcool ou à la bétadine, bien désinfecter. Et si malgré tout, au bout de 2 ou 3 jours, on voit que ça reste rouge,
que cette rougeur va en s'étendant de manière Importante. oui, c'est-à-dire Le diamètre. de manière centrifuge. Voilà, Ouais, ouais. que- Ah oui, le diamètre que la grossit. rougeur croît de manière centrifuge, il faut aller voir son médecin parce que à ce moment-là, c'est qu'on aura chopé la maladie de Lyme. Alors ça se traite très bien à ce stade-là, avec une vingtaine de jours d'antibiotiques. Sinon, on va avoir des douleurs articulaires, et puis ça attaque aussi le système immunitaire, et ça peut donner après des tas d'effets, des tas de pathologies secondaires Mhm. qui n'ont pas grand-chose à voir avec la tique, mais il faut éviter d'en arriver là. Donc si vous êtes piqué par une tique, vous la sortez, vous désinfectez, vous regardez. S'il n'y a pas de rougeur, ben, ma foi, ça passera comme ça. S'il y a une rougeur, et surtout si cette rougeur a un effet centrifuge, Oui. il faut aller voir le médecin, lui dire qu'on s'est fait piquer par une tique, et il vous mettra sous antibiotiques pendant une vingtaine de jours pour éviter les complications. Mais il y en a pas mal actuellement des tiques. Il ne faut pas... donc, en se promenant, et puis on peut les attraper sur les jambes, et elles peuvent migrer dans le pantalon, et on se les retrouve sur le torse. Et on ne sent pas la piqûre, hein. Ce n'est pas une piqûre qui démange, on l'a simplement... Donc la voit. le principal, c'est surveiller si ça devient rouge et que ça s'agrandit d'une manière Voilà. circulaire. Quoi, Voilà. hein. Voilà. Si ça Bon, devient rouge, là, il faut s'en il inquiéter. faut s'en inquiéter, et pas 3 semaines après, il faut Oui. s'en inquiéter rapidement. Ah oui, d'accord. Bon, peut-être, petite parenthèse, c'était pas prévu, mais les chaleurs arrivent, et dans les bois, attention aux serpents, ils commencent à sortir avec les grosses chaleurs. Oui, alors, oui, j'ai déjà vu dans l'herbe des... Bon, tant que ce enfin, sont des j'en ai couleuvres. vu une couleuvre. Ouais, oui. bon, ça, c'est pas trop, Couleuvre trop sur un méchant. champ. C'est pas grave. Faire attention, les vipères sont plutôt dans les endroits rocailleux, les vipères, plutôt, quand même. Oui, mais enfin, bon. Oui. Alors, il faut se souvenir que les couleuvres, ça n'a pas de venin, ça n'est pas... Mais la morsure de couleuvre, c'est quand même quelque chose de très sceptique, hein. Il faut largement le désinfecter parce Ah, que, oui. d'abord, elles peuvent vous mordre, il n'y a pas de Oui. venin, mais c'est pas... ça va s'infecter. Si on ne désinfecte pas bien, ça s'infecte. On coupe pas la jambe, non. Non, elle tombera toute seule, la jambe. C'est pas la peine de la couper. Une fois nécrosée, elle tombe. Un Et- peu d'humour à la fin. Alors, on finit sur une note très très rapide. Le déconfinement nous entraîne la possession de masques. Nous, ici, pour ceux qui nous voient, on n'en a pas parce qu'on maintient une distance de sécurité. Mais c'est vrai que pour aller dans les commerces, tout ça, il faut mettre un masque. Et là encore, il faut dire que le meilleur moyen de lutter contre une épidémie, c'est le masque. Il n'y a pas à tortiller. Vous ne vous protégez pas tellement vous, mais vous protégez celui qui est en face de vous. Et si lui en a un, il vous protège aussi. Mais alors, avec le masque, il y a un problème pour ceux qui ont des lunettes, c'est la buée sur les lunettes. Alors, il y a des produits qui peuvent 1, exister. 2, 3, 4, 5. Eh oui, eh oui. Mhm. Alors, c'est un problème que les plongeurs connaissent bien, parce que dans le masque de plongée, si on ne prend pas certaines précautions, il y a des lunettes. Il y a des lunettes, pardon. Il y a de la buée. Oui, oui. Alors, ce que font les plongeurs, avant de Ils plonger, ils crachent. crachent dans le masque. En étend ça avec les doigts, on rince à l'eau de mer, on met le masque et on n'a pas de buée pendant la plongée. Alors, vous pouvez cracher sur vos lunettes. Ça sera sûrement efficace. C'est pas très élégant. Donc, il y a d'autres méthodes. J'en vois déjà dans le studio qui sont en train de le faire. C'est normal? Alors, on peut les laver à l'eau savonneuse et laisser ensuite sécher comme ça. On peut utiliser, paraît-il, la mousse à raser qu'on étale et qu'ensuite on essuie. Il paraît que ça marche très bien. Il y a autre chose qui semble marcher mais qu'il ne faut surtout pas utiliser et que j'ai lu, c'est le dentifrice. Pourquoi ne pas utiliser de dentifrice? Parce que dans le dentifrice, il y a souvent un abrasif. C'est pour ça qu'on utilise le dentifrice pour nettoyer les surfaces en plexiglas des phares d'automobile, pour les rendre quand elles ternissent. Ah bon, je ne savais pas. Oui, c'est un abrasif. Je savais pour le miroir, mais... Oui, par exemple. Mais c'est un abrasif très doux, le dentifrice. Donc, sur les lunettes, ça peut peut-être éviter la buée, mais je pense que ça va vous bousiller vos verres de lunettes. Oui, ça serait quand même dommage. Donc, plutôt eau savonneuse ou mousse à raser.
Je salue, ils sont venus nous rejoindre en cours. Johan Indiana qui nous dit que le son est revenu, donc voilà, nous sommes rassurés. Et je salue aussi Marjorie qui a partagé notre streaming. Bon, alors, je pense que nous avons fait le tour. Peut-être Oui, docteur Jacques-Michel Lacroix. Oui, on a fait le tour. On a fait le tour. Il faut que je garde des sujets pour la prochaine fois quand oui. même. Hein. Alors, cette émission est bien sûr enregistrée et sera rediffusée mardi prochain, entre 17h et 18h. Nous nous retrouverons en direct dans 15 jours, si tout va bien, bien évidemment. On ne sait jamais, la guerre peut reprendre. On sera peut-être mort. Oui. Bon, merci d'être venu jusqu'ici au docteur Jacques-Michel Lacroix, et puis on se retrouve pour de nouvelles émissions Libre Santé dans les semaines qui arrivent.